Et les sites de e-commerce, c'est la France qui vend aux Français, les Belges qui vendent aux Belges, les Espagnols aux Espagnols, etc. Et parfois, on aurait envie d'acheter un instrument directement en américain. Parfois, c'est possible sur eBay, parfois non. Parfois, et ça m'est même arrivé personnellement, l'instrument n'arrive pas et on a quand même payé. Heureusement, il y a quelques assurances, etc. Aller chercher un Américain après chez lui, quand on est de Paris, c'est compliqué. Donc le problème de la frontière, la musique ne connaît pas de frontières et les sites sont en général problématiques parce qu'ils ont un marketing qui est organisé mono-pays. L'innovation est peu référencée aussi, c'est-à-dire que il y a pas mal de marques innovantes, des entreprises, des startups, des nouveaux fabricants d'instruments, de logiciels, puisqu'il y a maintenant beaucoup de logiciels pour faire de la musique, des pédales d'effet, etc., un petit peu différentes, qui sont beaucoup moins connues, beaucoup moins représentées sur les sites internet. La facture d'excellence française, elle est aussi assez peu présente et peu référencée. Sur les sites notamment de vente de e-commerce, on va voir le standard, entrée de gamme, milieu de gamme, et peut-être pas, ou beaucoup moins, le haut de gamme. Alors évidemment, le très haut de gamme, il est connu, et puis les gens ont des carnets de commandes pour 2-3 ans, ils n'ont pas besoin d'avoir de stock, mais il y a aussi du haut de gamme un petit peu moins connu, des gens qui se lancent. Le meilleur luthier dans le monde en 2018, c'est un Lyonnais. C'est un jeune, il parle français, il n'a pas le temps de lire ses emails, il est tout seul. Il est le meilleur au monde, un donné. Voilà. Donc il a besoin, il a un problème, c'est que il n'a pas le temps, il n'est pas digital, sa passion c'est la lutherie, c'est pas la vente, il est tout seul. Alors j'entends aussi, j'ai pas le temps d'aller à la poste. Oui, je veux vendre un instrument, j'ai pas le temps de m'occuper des colis, j'arrive pas, j'ai pas le temps. Et j'ai pas le temps de lire mes emails, je l'ai déjà dit. En effet, on va passer au suivant. C'est que je suis trop lent. Alors la solution, après le problème, la solution c'est de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs. C'est facile à dire. La solution c'est de promouvoir l'excellence et le haut de gamme. Ça aussi c'est facile à dire. Mais allons-y, on fait la liste de tout ce qu'on a envie. Alors la solution c'est de sécuriser et de satisfaire les deux parties, les acheteurs et les vendeurs. Je suis allé voir par exemple des vendeurs d'instruments spécialisés à Pigalle, à Paris, j'en ai vu aussi à Bordeaux, à Lyon. Et je me suis rendu compte que parfois, on leur retournait des instruments, ils avaient déjà été un petit peu utilisés, on leur disait pas tout, ils ne conviennent pas, mais finalement, ils ont été un petit peu cassés. Donc, il faut arriver à satisfaire les deux parties, l'acheteur et le vendeur, que ce soit un professionnel ou un particulier. Et c'est le propre d'une place de marché. C'est un petit peu le Sénat. On doit être le tiers de confiance, on doit un petit peu faire la part des choses, savoir qui a raison, et pas toujours donner raison à une partie, bien écouter, bien aller à leur taille, pour satisfaire les deux parties. Il faut également arriver à libérer l'achat à distance. Vous allez voir plus tard, il y a 26% des achats qui se font à distance. Pour aller à 100%, il y a un petit peu de marge. Donc pour arriver à libérer l'achat à distance, il faudrait trouver des solutions quand on n'a pas envie d'aller à la poste et quand on va préférer aller dans un magasin ou acheter sur le bon coin en allant voir directement la personne qui vend un instrument. En même temps, en solution, on aimerait entretenir et fidéliser avec un réseau qui est une espèce de hub européen de la musique. Et enfin, on aimerait montrer la reconnaissance de cet endroit, cette place de marché, ce site, avec des ambassadeurs. Quand on va sur le bon coin, on vend, je sais pas moi, une cafetière, une tronçonneuse, un piano, une guitare, une harpe, il y a un petit peu de tout. Donc il n'y a pas d'univers. La confiance, elle n'est pas encore tout à fait là. Il y a des gens qui n'acceptent pas d'être notés sur le bon coin, qui vendent de manière éphémère, contrairement à eBay où on a une notation. Le paiement sécurisé est très peu utilisé sur le bon coin, par exemple, pour l'achat de machines, d'instruments d'occasion. Et il n'y a pas un nid, un endroit, ça c'est le premier point pour la mise en relation des acheteurs et des vendeurs, et c'est aussi l'avant-dernier point sur le réseau, où on pourra acheter à la fois de l'occasion et du neuf. C'est toujours l'occasion sur les sites de petites annonces, le neuf sur des sites de e-commerce ou dans des magasins. Donc on va passer au slide suivant en expliquant qu'est-ce qu'on fait avec ZigPlace. Parce que maintenant on a eu des problèmes, des solutions, qu'est-ce qu'on propose avec tout ça? On a écouté, on a fait ce qu'on appelle une étude de marché, microéconomique, on a parlé aussi à des vendeurs, des luthiers, des artistes, et on a trouvé qu'il fallait faire une place de marché, marketplace en anglais, qui va être un intermédiaire
protéger les acheteurs et les vendeurs et être un tiers de confiance. Il faut également être présent de partout. On a regardé les études de marché, l'excellence de la lutherie française, par exemple les saxophones Selmer, on les vend plus cher, 3000, 8000, que des saxos Yamaha, 300, 600, 1000. Donc il y a des gammes. Dans l'excellence de la facture française, j'ai pris l'exemple des saxophones, ils sont très 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 achetés au Japon et aux États-Unis. Selmer c'est français, hein, on ne croirait pas. Mais... par exemple, Thomas Pesquet dans l'espace, il souffle dans un Selmer. Évidemment, donc, on va ouvrir, il n'y aura plus de frontières, mais on va également avoir la base sur un site, puisqu'il s'agit d'un site internet, le paiement doit être sécurisé. Alors nous, en France, le paiement sécurisé, on a l'habitude des cartes, Visa, Mastercard, mais il y a aussi des théâtres nationaux, ils payent à 45 jours, ils ont des manières de payer propres aux Français, mais par exemple les Portugais, ils utilisent un autre moyen de paiement. Multibanco, les Hollandais ils utilisent iDeal, notre moyen de paiement, les Suisses utilisent encore Visa Mastercard, les Allemands vont utiliser Sofort, Giropay, donc il faut avoir ils payent comme ils ont envie de payer, on ne va pas les obliger à acheter une carte pour acheter du matériel, un instrument de musique sur Ziplex. Donc il faut arriver à avoir un paiement sécurisé avec une trentaine de moyens de paiement différents. Donc pour ça, on a trouvé des établissements de paiement agréés par la Banque de France qui vont sécuriser le paiement, ils vont nous donner des garanties sur le moyen de paiement utilisé. Il y en a un que je connais bien, c'était mon ancienne entreprise Lemonway, mais il n'y a pas que, on mettra en concurrence avec des Américains, Stripe, par exemple pour les Américains qui aiment acheter des Amex, American Express ou des Diners, il faut utiliser des moyens de paiement qui ne sont pas forcément européens pour avoir le meilleur prix. Donc tout ça c'est un domaine qu'on a pris en compte. On a voulu faire un satisfait ou remboursé, alors pas sur 30 jours, parce que 30 jours, c'est beaucoup. J'ai le temps de casser un instrument, de le rayer, de faire un concert et puis de plus en avoir besoin. Ça peut arriver. 3 jours. Alors 3 jours, à partir de la réception, c'est quand même pas mal. On a le temps de voir si au moins toutes les cordes sont là, toutes les touches fonctionnent, toutes les frettes sont là, si l'instrument est conforme à ce qu'on attend ou pas. L'instrument, l'ampli, etc. Grosse plus-value également, on met en place une blockchain avec des experts. Alors on s'est inspiré, par exemple les Canadiens, quand ils vont acheter des pianos pour un théâtre, ils envoient un expert en Allemagne, en France, essayer 3-4 pianos ou 10 pianos pour voir celui qui sonne le mieux, et ensuite il est colisé, il est envoyé. Donc pour le haut de gamme, c'est-à-dire au-delà de 10 000 € sur un instrument, on va prendre en charge cette expertise sur place avec un saut en disant oui, cet instrument il est adapté à ce niveau d'exigence, d'utilisation de cet artiste, c'est celui-là qu'il faut acheter. Évidemment, vous allez me dire, et vous aurez raison, comme il n'y a que 27% des achats qui se font en ligne, on ne va pas arriver à 100%. Hein. L'idée c'est d'aller à 30, 35, 40%, il y aura toujours des gens qui vont aller dans des magasins, et c'est bien aussi. On n'est pas là pour remplacer les magasins. On est là pour mettre ensemble les acheteurs et les vendeurs dans cette place de marché. Il y aura une offre de colisage, et ça c'est aussi intéressant. En allant voir des magasins et des particuliers, on s'est rendu compte que quand on cherche un instrument rare, il faut se déplacer dans une capitale ou dans un autre pays, ou chez un particulier qui le vend, et il n'a pas envie d'aller à la poste, de faire un colis, c'est pénible. Donc Ziplex va faire les colis chez vous, va empaqueter du piano à la harpe de 1780 à la guitare, pour vous, chez vous. Vous n'avez rien à faire. Vous allez voir après qu'il y a le business model et qu'il y a un tarif, mais c'est quand même pratique. Et il y a même des magasins, des dépôts-ventes qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas envie d'aller à la poste. Et on en a rencontré. Et ils m'ont dit, je veux, mais je n'ai pas le temps et je ne vais pas prendre un contrat de qualification, ce n'est pas mon métier, ou un employé pour faire ces colis, je ne sais pas si j'en ai assez. Mais si vous le faites à ma place, je signe, je prends. Et là, du coup, si j'ai rien à faire, je vendrai plus. Tant mieux. Donc c'est une offre de colisage Ziplex. Évidemment, ce n'est pas moi qui vais faire les colis, c'est sous-traité à nos employés. Il y a des sociétés qui sont spécialisées, deux qu'on a trouvé d'ailleurs, dans ce business model de faire les colis à votre place. C'est formidable. Et également, donc ça c'est Alex, c'est une très bonne idée, d'assurer également les instruments, un petit peu comme les œuvres d'art. Quand on les achète. Donc on aurait une mise en place d'une assurance qu'on a appelée Stradivarius, c'est pour le haut de gamme. Si c'est 100 €, 200 €, c'est peut-être pas la peine de s'assurer avec le paiement sécurisé, on va s'en sortir. Le digital, ah oui, on a rencontré aussi pas mal de vendeurs
des petits vendeurs, des luthiers, leur métier, encore une fois, c'est pas Internet, c'est pas des informaticiens, donc ils savent pas, ils sont pas sur Instagram, ils sont pas très digitaux, on va le faire à leur place. Donc chaque instrument vendu, chaque pépite sera aussi visible éventuellement, si le vendeur le désire, dans sa page vendeur, sur les réseaux sociaux. Et une grosse différence dans la proposition de valeur ZipPay, c'est qu'il n'y aura pas de publicité. Puisque si on commence à mettre de la publicité, on va vendre les marques que tout le monde vend. Donc on va se retransformer dans un site de e-commerce classique. À ce moment, on va acheter des entrepôts, on va stocker, et c'est pas scalable, c'est pas la proposition de valeur de la place de marché. Donc, du coup, il n'y a pas de publicité. Et c'est ça qui donne de la place également à l'excellence, même si on en vend un petit peu moins, et à l'innovation. Au niveau du tarif, alors le business model, c'est 10%. 10% sur chaque paiement. Au début, on était parti plus bas, c'était compliqué de trouver le tarif. Et finalement, on s'est dit combien ils payent actuellement les luthiers d'excellence qui quand même arrivent à en vendre quelques-uns sur le site allemand Thomann. Ils payent entre 35 et 50%. Mais par contre, Thomann achète des magasins entiers. C'est comme ça d'ailleurs qu'il en fait couler. Ils achètent 3 millions sans discuter les prix. L'ensemble du stock de plusieurs magasins à Pigalle. Bon, on n'a pas un combat contre ce site de e-commerce. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des manières de faire qui ne sont pas scalables, qui peuvent arriver à mettre sur la paille des vendeurs, parce qu'il y a aussi la paille du bien, ils avaient aussi besoin de stockage. Donc, à un moment, mais en tout cas, 10%, c'est quand même encore raisonnable. Pour faire tourner le business model, on a fait tourner dans tous les sens. On a trouvé que c'était un prix qui arrivait à passer. Quand on commence à inscrire, on a une petite centaine de magasins, luthiers, experts qui sont préinscrits, pour le moment que sur la France. Les 10% sont passés, donc on s'est dit ça va être notre tarif. Avec une expertise comprise, ce qu'on disait, au-delà de 10 000 €. Alors là, on est sur la facture d'excellence, je suis d'accord. Les 5% en option, c'est si vous ne voulez pas faire les colis. Vous êtes un magasin ou un particulier et on les sous-traite à Cubing et à Wing. Et là, en payant 5% plus sur la valeur de l'instrument vendu, on s'occupe de tout, on va faire le colis chez vous et vous vendez. Ce qui est intéressant également dans le business model, c'est la scalabilité technique et géographique. Tout de suite, on démarre en Europe, il n'y a pas de stock et on est sur Internet. Donc pas de magasin réel. Les concurrents, il y en a. Il y a Zikinf, pour commencer, 50 000 € de chiffre d'affaires, un employé, c'est un média d'information intéressant. Il y a Audiofanzine qui est en train de se faire acheter par Thomann. Je crois même que c'est fait, qui est un média national. Il y a Thomann. Alors Thomann, c'est le plus beau site de e-commerce que tout le monde utilise. 600 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1480 employés. Il a commencé il y a très longtemps. Dans un champ avec une petite maison qui s'agrandit, les entrepôts. C'est le roi de la logistique et du e-commerce. C'est un modèle qui a trouvé sa formule. Il n'est pas passé au modèle place de marché, il n'y a pas d'excellence, il n'y a pas d'expertise, pas de colisation sur place, pas d'occasion, peu de vintage, mais il fait l'entrée et le milieu de gamme, il le fait bien. Et il y a deux Français qui s'appellent Woodbrass et Sonovent. À eux deux, ils font 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. On voit bien que les Français, ils achètent majoritairement chez Thomann. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience. Je suis allé chez Sonovent acheter un synthétiseur parce que je suis musicien. On ne lance pas une entreprise de place de marché de musique juste parce que c'est un bon business, c'est également une passion. Et il a regardé instantanément le vendeur le prix de Thomann. Et il m'a fait le prix, et comme il était, c'était un modèle, je voulais tout de suite l'utiliser, on est tous des enfants, on a des instruments de musique. J'ai pris un instrument qui était utilisé, qui était déjà déballé, il m'a fait moins 5%, j'ai payé, et ensuite il s'est pris un sarreau par son boss, qui lui a dit qu'il perdait de l'argent devant moi, c'était pas très agréable, il ne faut jamais faire ça, mais au moins j'ai su qu'il avait vendu à perte. Je ne lui ai même pas demandé une réduction, il l'a faite immédiatement. On n'est pas pour faire une guerre des prix avec une place de marché. Le prix, il regarde, on ne va pas demander à avoir un prix spécial. Le prix, il est fixé par le vendeur sur une place de marché. On n'est pas là pour faire baisser les prix, puis pour saigner les luthiers d'excellence. On est là, au contraire, pour qu'ils puissent vivre. Donc, les prix sont fixés par les vendeurs. Il n'y a pas d'exigence de rabais sur ZipPay, c'est important. Évidemment, il y a le Bon Coin et eBay pour les petites annonces. Et Reverb. Alors Reverb.com, 200 employés aux États-Unis, c'est la seule marketplace.
où là, vraiment, ils ont mis en relation des vendeurs et des acheteurs. Il y a de l'occasion, il y a du neuf. Ils font 96% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis et au Canada, majoritairement aux États-Unis. J'ai contacté l'investisseur. Coup de bol, c'est un Français qui vit aux États-Unis. Il a décidé de... Je l'ai contacté sur LinkedIn, je lui ai demandé s'il voulait investir. Il a été très rigolo, il m'a dit non, je suis investisseur dans Reverb. C'est un super marché, il faut y aller. Par contre, on n'a pas le temps de s'occuper de l'Europe. On viendra dans 4-5 ans. D'abord, on va bien réussir aux États-Unis et on vous rachètera. Il dit peut-être que ça sera nous, on verra. Mais c'était vraiment une plaisanterie. Hein. Mais il a bien aimé. Il m'a dit on se revoit plus tard. Et j'ai pensé à vous et à moi aussi, puisque c'est ma 3e entreprise. Et c'est vrai que c'est compliqué à chaque fois quand il faut dire à ses enfants qu'on a vendu une entreprise qu'on a créée il y a 10 ans ou 12 ans. Et ils ne comprennent pas. Ils disent papa, pourquoi tu revends? Pourquoi tu recommences? Qu'est-ce qui te pousse c'est peut-être l'ennui, j'en avais marre au bout de 2 ans de mon entreprise, c'était moins innovant. Et à un moment, pour pouvoir passer à autre chose, il faut qu'elle soit vendue pour injecter un petit peu d'argent dans son nouveau projet, avancer un petit peu, se sécuriser. Donc ça sera peut-être une des opportunités d'exit, on verra bien. Et Zicplace, alors Zicplace, vous voyez, c'est à la fois un média, c'est ça qui est original, et une place de marché, tout de suite français et européen, alors tout de suite. C'est ce que j'ai appris avec mon entreprise précédente. 40% du chiffre d'affaires est fait en France, 60% en Europe. 2008, crise bancaire en France, qui a payé, maintenant il y a 86 salariés dans mon entreprise précédente. À un moment, ça a été la Grèce, Madagascar, le Mali, le Cameroun, et quand c'était la crise en France, on était très content d'être pas 100% en France. Donc là, ça m'a servi de leçon. Et puis, on est dans un univers européen, on est tous des citoyens européens, la musique, elle n'a pas de limite. Donc je me suis dit, tout de suite, l'espace de Schengen, on verra avec le Brexit, mais c'est simple, il n'y a pas de douane. Donc pourquoi s'embêter? On a du colisage dans tous ces pays, il y en a 29, c'est l'espace économique européen. Donc ça va être aussi une différence. Alors l'équipe, je vais parler d'abord un petit peu de moi, et ensuite j'appellerai tout le monde, et puis chacun se présentera. Donc ce qui est intéressant dans Zicplace, on a plus de 18 ans, c'est dommage, ou 20 ans, c'est qu'on a de l'expérience. Alors tout va très très vite quand on a de l'expérience. Et on est exigeant. Et on essaie de ne pas être pénible envers les jeunes qu'on commence à... Parce qu'on a tellement d'exigences qu'on ne supporte pas... quand c'est lent, donc voilà, vous investissez, j'espère, dans une entreprise, vous comprenez qu'elle va aller vite, parce qu'on a de l'expérience et on a envie d'aller vite. Le temps, il est limité, moi j'ai 47 ans, donc à un moment, pour laisser une trace, il ne faut pas que ça prenne 50 ans non plus, quoi. Donc on se dit, sous 4 ans, 5 ans, ce projet, il doit créer une centaine d'employés avec une dizaine de millions, franchir la barre de ce que l'on sait faire. Donc je suis sérieux entrepreneur, je sais créer des entreprises de rien, c'est ce qui me fait plaisir, à une centaine de personnes, et ça dépasse les 10 millions d'euros. Alors, ma première entreprise au bout, peut-être plus rapidement que la deuxième, où ça a mis 10 ans, mais voilà, on y arrive. On passe toutes les crises. Et puis, le business model qu'on vous présente, au départ, il est simple, après, il devient de plus en plus complexe. Donc, on sait gérer from scratch de la valeur. J'ai vu chez Lemonway 100 places de marché défiler, puisque chez Lemonway, on fait du paiement sécurisé pour les places de marché. Alors, j'en ai vu un. J'en ai vu qui ont dématérialisé les transports, le train, l'hôtel. Avant, on prenait un taxi, on allait à l'hôtel. Maintenant, on prend Airbnb et on prend un Uber ou un Taxify ou une trottinette, etc. Donc, il y a aussi le monde de l'art. Avant, on allait dans des galeries où on achetait des artistes. Maintenant, on peut même acheter des tableaux en ligne. Dans le crédit, avant, on voulait faire un crédit, on allait voir sa banque. C'était, je ne sais pas, ou des amis. Maintenant, on va sur des sites et l'Index, par exemple, prête de l'argent en ligne. C'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Ils ont désintermédié, ubérisé le crédit. Le crowdfunding, enfin l'investissement au capital d'une entreprise, avant, il n'y avait que des professionnels qui savaient faire. Aujourd'hui, par exemple, il y a Happy Capital, mais il y a d'autres sites comme ça qui permettent d'investir au capital d'une entreprise, plus simplement, sans avoir nécessairement tout de suite 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros. Donc tous ces gens-là, on les a processés, on les a vus, et j'ai pas vu encore de gens passer sur l'instrument de musique. Alors j'avais 2 idées, je me disais, je vais désintermédier les œuvres d'art et les instruments de musique. Et le temps que je m'y mette, que je commence à mettre les Lemonway en vente, les œuvres d'art, ça a été lancé, l'idée a été prise, il y a Mullier qui a lancé
une première plateforme. Il y en a eu 2 autres qui ont suivi. Je me suis dit, oh là là, il faut aller très très vite parce qu'on veut être les premiers en Europe à désintermédier la vente d'instruments et à le mettre sur une place de marché. Donc voilà un petit peu le cheminement. Donc ma première entreprise, on était une centaine de personnes, on faisait des sites. Puis je voyais toujours le paiement. Ma deuxième, bon, je me suis dit, allez, j'ai envie d'innover dans le paiement, faire du paiement mobile en Afrique, en Europe. Et ça m'a donné l'occasion de voir des places de marché. Et voilà, la troisième, peut-être la dernière, on verra bien, une entreprise qui s'appelle Zipplace. Et maintenant, j'appelle Alexandre. À toi. Bonjour. Alors moi, je suis directeur artistique de cette aventure, mais surtout, en fait, je travaille depuis une vingtaine d'années dans le milieu de la musique, voilà, majeur, dans des entreprises de différentes tailles. Et depuis maintenant 12 ans, j'ai créé mon propre label qui s'appelle Infine, qui est on va dire, une entreprise de taille moyenne. Et je pense qu'il y a des valeurs qui rejoignent le projet de Zipplace, puisqu'on a décidé d'être des artisans, mais des artisans mondiaux, et ce qu'on arrive, bon an, mal an, voilà, de mieux en mieux, même si ça reste très compliqué d'être un producteur français dans le reste du monde. Voilà. Et du coup, voilà, ça fait une vingtaine d'années que je fréquente des artistes, je suis confronté aux problématiques des musiciens, des studios, voilà, je vois des musiciens qui font des albums et puis ensuite ils revendent tout le matériel qu'ils ont acheté parce qu'ils veulent passer à autre chose, ils ont envie de tourner la page. Je vois des musiciens qui passent des dizaines d'années à chercher une boîte à rythme parce qu'elle a été utilisée dans tel album ou par tel autre artiste. Donc quand on a commencé à parler avec Sébastien, tout de suite, ce qui m'a évoqué résonnait par rapport à mes expériences du quotidien. Et alors j'ajoute aussi, parce qu'on a quand même un point de référence qu'on utiliserait souvent, c'est que dans la musique, dans le disque, pardon, il y a une place de marché qui s'appelle Bandcamp, qui a été créée par des Américains, et qui joue un peu ce rôle que Zipplace va jouer, c'est-à-dire que c'est devenu le meilleur disquaire indépendant du monde, qui vend du physique et du digital, et qui aujourd'hui, malgré le streaming, malgré la force des concurrents qui sont Apple, Spotify, etc., se porte de mieux en mieux, qui notamment a porté le nouvel essor du vinyle, et qui permet à des gens comme nous, qui sommes basés dans le 18e, etc., arrondissement de Paris, pas le 18e siècle, mais de vendre des disques partout dans le monde, de vendre des disques en Amérique du Sud, de vendre des disques en Chine, de vendre des disques... voilà. Et c'est une marketplace qui s'appelle donc Bandcamp. Donc l'idée, c'est un des points de référence pour Zipplace, c'est cette même logique, et l'une des forces de cette marketplace, c'est d'être un réseau notamment de communication, d'échange, et c'est l'une des ambitions de Zipplace. Voilà, mais je vais m'arrêter parce que sinon on va être trop long, et puis... Rachid. Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver ce soir. Moi, mon itinéraire est assez simple, puisque j'ai commencé avec mon petit sac à dos, à aller visiter les magasins de musique qui souffraient beaucoup, et j'ai fait beaucoup de sociétés comme ça, et j'ai évolué comme ça dans des strates, jusque faire de la direction commerciale. Donc j'ai travaillé chez EMI, qui était une société qui n'existe plus, qui a été rachetée par Warner, etc. Et ensuite, j'ai été confronté aux marques, des marques comme MK2, chez qui vous connaissez sûrement une marque de cinéma indépendant, c'est la première marque de cinéma indépendant. Et ce que j'ai aimé chez Zipplace, et ce qui m'a beaucoup séduit, c'est qu'on parlait musique, on parlait passion. Je suis batteur aussi, batteur de jazz, de rock, etc. Et donc ça me parlait forcément. Et on développait aussi une marque et une identité forte, comme j'avais pu le faire chez MK2. Donc ça m'a tout de suite séduit, et je dois admettre que la personnalité de Sébastien a fait que ma décision a été assez simple. Voilà, je serai là, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mais je vais faire court parce qu'il y a le buffet qui vous attend aussi. On va passer la parole à Frédéric, directeur informatique. Tiens, Fred. Oui, bonsoir.
Moi, je suis pas le musicien de la bande, si je puis dire. Je suis informaticien. Sébastien, je le connais depuis 20 ans. On a commencé ensemble à Sunflower, quelques années. Ensuite, on a suivi quelques années avec Emonway. Et puis, je suis un peu comme tes fils, en fait. Hein. Je dis, mais pourquoi une troisième boîte? Et puis, évidemment, on est toujours à l'appel de l'aventure. Donc, j'ai suivi et je suis encore, et avec la banane tous les jours. Au niveau de mon expérience, moi, ça fait donc 20 ans que je fais de la prestation informatique. J'ai travaillé dans tous les systèmes que vous pouvez imaginer, enfin, que ce soit du web, du client lourd, des bases de données, c'est mon dada. Voilà, donc si vous avez toutes les questions techniques, n'hésitez pas à venir me voir. Je fais court. Merci. Le marché fait 3,27 milliards de dollars. C'est le marché de vente des instruments de musique neufs et d'occasion. Étude de mars 2019, on a réussi à avoir une étude assez récente. Alors ce qui est surtout très 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 intéressant dans cette étude, alors là, j'étais surpris. La France, c'est le numéro 2 sur le podium, après les États-Unis. Alors là, vraiment, j'ai pas compris. On achète autant d'instruments, on les collectionne, on les revend, et après c'est le Canada, après c'est le UK, après il y a plein de pays en Europe, il y a le Japon, mais c'est très 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 intéressant. Donc on adore les instruments de musique. C'est pas mal enfin, les étoiles sont alignées, parce que j'avais décidé honnêtement de lancer Zipplace avant de lire cette étude de marché. J'avais lu des études de marché franco-françaises. Alors ça présentait le marché français avec des opportunités. Par exemple, 23% des Français jouent d'un instrument, 26% souhaitent s'y mettre. Ça veut dire que si c'est plus facile, on pourra peut-être donner envie aussi à plus de Françaises et plus de Français de s'y mettre. 30% d'occasion, ça c'est encore sur la France. 25% en e-commerce, encore sur la France. Donc encore une marge de progression. Et pourtant, on est le deuxième pays au monde consommateur, on va dire, d'instruments de musique. Et c'est pas les services de réparation, c'est pas les job offers, parce qu'il y a 1 million d'employés dans le monde de la musique. Donc c'est un vrai business, hein, la musique. C'est très sérieux comme business, comme celui de la culture. Comme disait Nicolas, hein, que je vois ici, il y a les intermittents du spectacle, etc. Ils créent de la valeur, ils créent aussi du chiffre d'affaires. Et il y a 1 millier de facteurs français d'excellence, à 70% ils exportent. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on doit consommer des instruments, et j'ai regardé du coup tous les pays européens, maintenant avec l'open data, on a pas mal de données publiques, et j'ai regardé les pays qui en achetaient le plus en Europe, qui ont consommé le plus, et qui ont fabriqué le plus. J'ai compris aussi pourquoi la France était le deuxième pays consommateur de musique, c'est-à-dire qu'on a aussi des stars françaises qui ont une réputation à l'international. Il y a peut-être moins de stars allemandes ou suédoises, enfin on en trouve toujours une ou deux, mais il n'y en a peut-être pas autant qu'en France qui sont connus à l'international. C'est un marché qui a une croissance, alors c'est pas explosif, c'est pas Uber, on part pas de zéro, hein, les instruments de musique, on en achète, c'est 4,5%. C'est pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, je ne veux pas prêcher la crise, mais 2008, c'était la dernière crise bancaire, elle va arriver, hein, c'est cyclique. Et ce marché de l'instrument de musique, il ne connaît pas la crise. C'est-à-dire que c'est un vrai 4-4. Il va la passer sans problème. Je ne sais pas, on doit avoir envie de se cultiver, de jouer de la musique, même si ça va mal économiquement. En tout cas, c'est un fait. C'est un marché qui est insensible à la crise. On va le refuge, entre guillemets. Hein. C'est un terme un peu de boursicoteur, mais d'investisseur. Mais en tout cas, on tombe bien. Et alors, les opportunités de marché qui ont été détectées, c'est le vintage. Mais ça va aussi avec la consommation. On veut donner une deuxième vie, une troisième vie aux objets. On n'a pas envie de les jeter, on va les réparer et on va faire de l'œnologie de la musique, c'est-à-dire on les mélange. Des artistes qui vont mélanger des vieux synthétiseurs, des vieilles guitares, des vieux instruments qu'on ne trouve plus et les faire cohabiter dans des styles de musique avec un son qui est un petit peu plus rare, qui revient à la mode, avec des instruments nouveaux. Voilà, on en a déjà parlé, la lutherie, l'excellence, la distinction, le son, c'est aussi ça qu'on va trouver comme opportunité en mettre en valeur sur Zipplace. Au niveau de la stratégie, on a un go-to-market en ce moment avec une stratégie d'acquisition de
de 100 facteurs français. Donc on commence sur la France. On est européen, mais il faut bien commencer quelque part, c'est beaucoup plus facile. Donc on est environ à 50% sur le début. On ne peut pas ouvrir le site tant qu'il n'y a pas suffisamment d'instruments. C'est comme si on va sur Uber et puis il n'y a jamais personne qui vient. On va jeter l'application, on dit ça ne marche pas cette application, il n'y a rien. Et on l'oublie. Donc c'est ce qui est compliqué dans la place de marché. Il faut qu'il y ait suffisamment de choix avant d'allumer et de mettre sur eux. Donc on est là, en train de faire venir les collectionneurs, les magasins d'exception, les ingénieurs du son, certains artistes et ambassadeurs. On est environ à la moitié, 50% de notre objectif. Donc je pense que d'ici 1 mois et demi, 2 mois, on pourra ouvrir raisonnablement sur la France avec suffisamment de choix. Alors au début, on ne peut pas tout faire. Hein. On vend des instruments de musique neufs et d'occasion, point. Et plus tard, parce qu'on a une vision, comme on ouvrira alors plus tard en 2021, sur les services, l'innovation, le leasing, le crédit, mais ça viendra. En attendant, on va vendre des instruments de musique sur une place de marché qui s'appelle Ziples, neuf et d'occasion, et on va se concentrer là-dessus. Mais sachez qu'on déborde d'idées, mais on les met en ordre. Ce que je disais tout à l'heure pour aller vite, c'est qu'on s'est créé tous ensemble des entreprises qui vont créer qui ont dépassé les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et employé jusqu'à 100 personnes. Ici, je vous communique un stress test, après un business plan financier qui contient toutes les hypothèses, où finalement, là, c'est l'habitude de la Banque de France. À chaque fois qu'on leur donnait quelque chose avec les Monway, ils nous disaient « Ah non, on croit qu'à 25% de ce que vous nous dites. » D'accord. D'accord, madame, d'accord, monsieur, mais c'est peut-être vrai, on a tellement d'ambition. Donc là, on vous a communiqué un stress test. Parce qu'il ne faut pas... voilà. Donc on va les faire, ces 10 millions. C'est le minimum qu'on s'est donné comme objectif, avec l'idée de créer presque 2 millions de valeurs de résultats au bout de 5 ans. Où on en est? Alors on a des très très bonnes nouvelles. C'est qu'il y a 2 jours, on est passé à Télécom Booster. C'est Télécom Mine Paris qui a donc globalement, hein, on cherche entre 500 et 800. Si vous voulez tout savoir, c'est sur le site Appli Capital. On avait dit un minimum de 250, qui allait avec une target de 500, mais on s'autorisait à aller jusqu'à 800. On ne va pas lever pendant des années. Hein. Fin mai, fin juin, dernier carat, on arrête. Et après, on arrête, et puis après, on y va, on investit. Avec une valorisation intéressante d'1,5 million. Et on a eu une bonne nouvelle, on est à 200 000 euros, 220, enfin 218 ou 219 sur Appli Capital, et on a Télécom Booster qui a bien aimé le projet. Il y avait 6 entreprises en lice, ils en élisent une par an. C'est tombé sur nous, il y a 2 jours. Donc c'est une très très bonne nouvelle, on est très très content. On n'a pas encore le montant, alors j'ai mis 200, c'est entre 150 et 250. On va trouver avec Télécom Booster. C'est des investisseuses et des investisseurs comme vous qui se sont réunis, qui sont des anciens de Télécom Mine Paris. Et ils ne sont pas forcés, mais quand ils passent en commission, qu'ils choisissent une entreprise, ils savent qu'ils ont une espèce de... Enfin, ils y vont tous. Par contre, les tickets peuvent être plus ou moins importants. C'est pour ça que ça sera entre 150 et 250. Et dans les investisseurs, c'est pour ça que j'ai mis 200, c'est eux qui m'ont dit, vu leur expérience et vu le projet, le track record, comme il y a l'ancien fondateur dedans, Monsieur Petit, de Showroom Privé, il a bien aimé le projet, il a bien fait pencher aussi les autres investisseurs, parce qu'il en avait un peu marre que chez Télécom Paris, c'est toujours des projets un peu de R&D, et là ça lui a un petit peu plus parlé. C'est vrai qu'on est plus compréhensible quand, j'espère, on parle. On vend des instruments de musique, des gars, en ligne. Voilà, c'est plus facile à comprendre que parfois des projets de chercheurs. Et du coup, bon, ça a dû séduire cette place de marché qui vend des vêtements, hein, je pense. C'est ça, un showroom privé. Je me renseigne un peu plus. Je ne suis même pas client, j'irai voir. Voilà, donc ça c'était la bonne nouvelle. Donc après, je vous laisse faire le calcul. Du coup, on est à 420 sur un minimum de 500. Là, on va faire mieux. Voilà. Merci.